Mes chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux. Je viens de recevoir un petit SMS de notre collègue Séverine de Comprégnac qui nous rejoint dans quelques instants. Elle est partie de l'Assemblée avec un peu de retard, mais elle a sauté, me dit-elle, dans un taxi. Voilà. Le taxi sera très heureux de l'accompagner parce qu'il manque un peu de clients en ce moment. Alors, mes chers collègues, nous avons une séance importante par notamment le nombre et surtout la densité de certaines délibérations qui nous sont soumises. Je voulais vous proposer, comme nous le faisons à chaque fois, de désigner notre secrétaire de séance si Iris Berthomier accepte, en sa qualité de Benjamin du Conseil, d'accepter cette désignation. Elle sera assistée comme secrétaire auxiliaire par Monsieur Christophe Riwal, qui je remercie de l'attention avec laquelle il a préparé ce conseil d'arrondissement. Alors je vous propose formellement, ça c'est très formel, de faire voter la procédure d'urgence. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu nos délibérations en deux temps, ce qui vous a valu d'ailleurs de prendre connaissance d'un ordre du jour qui était assez réduit, qui avait à peu près 13 points, et de quelques jours après d'en avoir un ordre du jour complémentaire. Ça c'est logique. Pourquoi ? Parce que on est en séance budgétaire, il y a deux conseils de Paris qui se suivent, et donc les délibérations nous sont envoyées. Sur plusieurs jours, mais elles sont bien arrivées, y compris d'ailleurs deux délibérations qui avaient trait aux illuminations. C'est la délibération pour l'association Avenir Quartier Latin et la seconde pour le comité Saint-Germain-des-Prés, qui nous ont été transmis hors délai dans ODS. Elles ne figurent pas dans la procédure d'urgence, mais elles ont été inscrites néanmoins à l'ordre du jour du conseil d'arrondissement. Il nous est arrivé d'ailleurs dans le passé quelquefois d'évoquer des délibérations qui nous arrivaient un peu tardivement, mais qui étaient ensuite reprises en conseil de Paris, puisque toutes ces délibérations, vous le savez, qui sont votées dans un premier temps dans un conseil d'arrondissement, sont reprises bien évidemment à l'ordre du jour du conseil de Paris, qui se tiendra au milieu du mois de décembre, sur 3 jours. Donc l'ordre du jour définitif de la séance comprend 28 points, et je vous proposerai un vote global d'approbation sur un certain nombre de délibérations, ce qui concerne d'ailleurs principalement des délibérations que j'appellerais dites Covid, où vous avez en quelque sorte des abandons des remises d'argent qui sont consentis notamment au centre Paris-Anime, c'est-à-dire à nos centres destinés aux jeunes et aux adolescents de l'arrondissement, mais également aux adultes qui pratiquent des activités sportives ou culturelles, et ainsi qu'aux parcs de stationnement qui ont subi également des pertes importantes au cours du premier confinement, principalement puisque ces délibérations concernent bien sûr le premier confinement. Est-ce qu'on aura à revoir en début d'année d'autres délibérations relatives à la période dans laquelle nous sommes ? Ça, c'est une possibilité, mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Je vous propose maintenant de voter l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui s'est tenue le mardi 3 novembre 2020 et qui a fait l'objet également d'un compte-rendu et d'une captation. Nous sommes filmés aujourd'hui, comme nous l'étions d'ailleurs, comme nous le serons maintenant systématiquement. Est-ce qu'il y a des remarques ? Monsieur Comet, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le maire. J'ai en fait deux remarques. Alors la première est qui concerne ce qui est publié sur le site de la mairie du 6e. Puisque pour la séance du 22 septembre, nous avions approuvé un procès-verbal le 3 novembre, et celui qui figure, et qui n'est pas celui qui figure sur le site de la mairie. Et en fait, c'est ennuyeux puisque c'est quand même un procès-verbal donc, qui est très minimaliste et sur lequel ne figurent pas les interventions concernant le conseil de quartier. Donc nos interventions d'un côté pour expliquer notre vote contre, mais aussi votre intervention pour expliquer l'égalité, si je puis dire, entre les habitants élus et les habitants suppléants pour le troisième collège.
D'un autre côté, il serait quand même bon que ce qui figure sur le site soit ce qui a été approuvé par le conseil d'arrondissement. Donc nous demandons à ce que soit mis sur le site et à la date du 22 septembre le procès-verbal qui a été approuvé par le conseil d'arrondissement suivant, c'est-à-dire celui du 3 novembre. J'ai une autre remarque qui, elle, concerne les documents, et c'est très bien qu'il y ait beaucoup de documents qui sont présentés, mais les documents qui ont été présentés pour le conseil d'arrondissement du 3 novembre, donc le dernier conseil que nous avons fait, puisque je pense qu'il serait bon d'homogénéiser la présentation des vœux, puisque actuellement sur le site, celui que vous avez déposé, Monsieur le maire, est en tête, les autres sont à la fin. Le vôtre, il y a précisé le motif, donc la réouverture des petits commerces, des librairies, et pour les autres, il y a uniquement le numéro et il n'y a pas de motifs qui ont été marqués. Donc il serait bon, je pense, de remettre tout ensemble. Nous, on préférerait que ça soit mis en tête, mais ça, c'est effectivement à la mairie à voir. Il serait dommage quand même que des esprits mal intentionnés puissent en déduire qu'il y a deux types de vœux, celui qui est déposé par le maire et puis ceux qui sont déposés par l'opposition, d'autant plus que je vous rappelle que l'ensemble de ces vœux ont été tous votés à l'unanimité. Merci mon cher collègue. Alors sur le compte-rendu, sur ce qui est sur le site, je vous avouerai que je ne vais pas le consulter aussi souvent que certains parce que je suis assez pris par, je dirais, la gestion quotidienne et également la liaison avec le Conseil de Paris et les sollicitations des divers adjoints qui multiplient réunions et prises de contact, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, mais je pense que peut-être on arrivera peut-être à se sortir de cette affaire. Est-ce qu'on peut mettre les captations sur le site de la mairie du 6e? Si on met la captation en totalité, sur le site, on sort de beaucoup de choses. Ce qui ne vous empêchera pas, et d'ailleurs je tenais à vous le dire, donc je vous remercie de votre intervention, que si, à la suite de la vision de la captation, vous souhaitiez préciser certaines choses, je ne dis pas remettre en cause des prises de parole, puisque ce qui est prononcé, comme vous le savez sur la formule, ce qui est prononcé fait foi. Mais si vous un jour vous jugiez utile de préciser un certain nombre de choses, vous pourriez très bien le faire sous forme écrite et nous l'approuverions lors du conseil suivant et nous le publierions. C'est-à-dire une réponse que j'avais un peu déjà faite et je vous la refais ce soir. Mais si on met les captations sur le site de la mairie du 6e, donc on va essayer de regarder ça, je pense qu'on répond en grande partie à votre première remarque. Sur la deuxième, bah oui, la mise en forme des vœux. Alors là, j'aurais tendance à dire, je comprends sans comprendre. C'est-à-dire, je comprends, on va essayer d'harmoniser, on peut peut-être mettre sur un papier, par exemple, mairie du 6e, d'ailleurs le mien n'était pas mis sur un papier mairie du 6e, les vœux, si vous voulez, ce qui permettrait d'avoir déjà une présentation un peu plus belle. Après, il faut aussi que les auteurs des vœux les rédigent selon les formules avec un certain nombre de considérants ou vous voyez ce que je veux dire, je peux pas reprendre la formulation des vœux tels qu'ils sont rédigés par les personnes qui me les présentent. Ou alors on s'est pas compris. Oui, je me suis sans doute mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que sur le site mairie du 6e, il y a un pavé qui est consacré au conseil d'arrondissement du 3 novembre et sont listés un certain nombre de délibérations. Oui. Ensuite, il faut aller cliquer pour en voir le détail. Oui. Et là où je m'étonnais, c'est que il y a un vœu qui est présenté en haut et dans lequel on a l'objet, et puis les autres vœux sont présentés tout à fait en bas et ils n'ont pas l'objet. Donc on ne sait même pas pourquoi ils ont été déposés si on ne va pas cliquer. Donc ma proposition consistait à d'abord harmoniser et améliorer la présentation. Les choses et puis les mettre ensemble, soit en haut, et soit en bas. De façon et les mettre de façon homogène. Bah, écoutez, je pense qu'on essaie toujours, il faut toujours essayer de s'améliorer chaque jour davantage. Donc vous nous donnez une possibilité de nous améliorer. Je vous remercie. Donc je vous propose de voter peut-être notre compte rendu du 3 novembre.
qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Donc, nous rentrons dans le corps du Conseil d'arrondissement avec un premier point qui a trait au budget primitif 2021. Je donne la parole à Monsieur Paul Maria. Monsieur le maire, mes chers collègues, il nous est demandé de voter le budget primitif de l'état spécial du 6e arrondissement pour l'année 2021. Alors je rappelle que c'est une délibération qui doit avoir lieu en application de l'article 2511-40 du Code général des collectivités territoriales et qui porte sur les dotations qui ont été notifiées par la maire de Paris au maire d'arrondissement le 30 octobre dernier. Alors, ces dotations s'inscrivent, comme vous le savez, dans un contexte très contraint, puisque le cadrage de la mairie de Paris impose globalement une réduction des montants alloués au budget primitif de l'année 2020. Elles se répartissent comme suit. 176 264 € au titre de la dotation d'investissement, en hausse de 3,6% par rapport à l'année 2020. 295 821 € au titre de la dotation d'animation locale, en hausse de plus de 10% par rapport à 2020. Et enfin, 2 509 023 € au titre de la dotation de gestion locale, un chiffre en hausse de 3,27%. Pour l'année 2021, la dotation globale pour le 6e arrondissement s'élève donc à 2 981 008 €, soit une hausse de 4%. Non, pardon, 108 €, excusez-moi. 2 981 108 €. Quelques points à souligner au sein de ce budget primitif. Au sein de la dotation d'investissement, 49 584 € seront affectés aux 6 conseils de quartier, soit 8 264 € par conseil. Au sein de la dotation d'animation locale, ce sont 19 836 € qui sont affectés aux conseils de quartier. Et enfin, au sein de la dotation de gestion locale, on peut relever 2 ou 3 faits marquants. La hausse des budgets alloués au centre d'animation qui passe à 848 576 €, soit une hausse de 65 000 € par rapport à 2020. La stabilité des budgets qui sont dévolus aux crèches et aux garderies à 691 336 €, ainsi que la stabilité des budgets des écoles maternelles et primaires du 6e arrondissement. Je vous remercie, mes chers collègues, de bien vouloir approuver ce budget primitif de l'état spécial pour le 6e arrondissement pour l'année 2021. Merci, mon cher collègue. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Nous passons maintenant au point 5 de l'ordre du jour, le règlement intérieur du Conseil du 6e arrondissement, qui va donc régir les séances de notre Conseil pendant la durée de la mandature. Et je donne la parole à notre collègue Olivier Passlec. Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Alors peut-être il serait préférable que nos collègues nous fassent part de leurs propositions d'amendement d'abord, ou alors c'est moi qui peux, si vous voulez, les reprendre point par point. C'est comme vous voulez. Très bien, si vous le permettez, monsieur le maire, je vais présenter les modifications donc, que nous vous avons envoyées dès que nous avons reçu le projet. Voilà, donc ce sont des modifications, disons point par point, et sur le projet de règlement intérieur tel qu'il a été fait. Donc notre première remarque porte sur l'article 7, qui s'appelle ordre du jour, sur lequel nous suggérions d'ajouter un alinéa permettant au maire ou au conseil d'arrondissement de faire appel à des experts ou des personnalités extérieures qui participent aux séances au moment prévu à l'ordre du jour et se retirent à l'issue de leur intervention. C'est disons que c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres conseils d'arrondissement et qui a l'avantage de pouvoir, si nous le souhaitons, faire auditionner des experts ou des spécialistes sur un sujet précis
sachant qu'une fois que le sujet est terminé, effectivement, il se retire. Alors je pense que pour être plus efficace et qu'on gagne du temps, parce que sinon on est là jusqu'à minuit, je pense que le mieux, ce serait que je puisse vous répondre point par point, si vous le voulez bien. Sachant qu'il y a Mme Kiss aussi qui nous a fait des propositions, mais si elle le veut bien, nous verrons ces propositions après. Donc sur l'article 7, si vous voulez, ça, nous n'allons pas pouvoir retenir cette proposition. Je vous dis tout de suite que d'autres, nous les retiendrons. Ne croyez pas que nous allons être dans une position systématique de refus. Pas du tout, ce n'est pas notre état d'esprit. Mais sur ce premier point, si vous voulez, et je le dis tout de suite, comme ça ce sera réglé, on voit bien s'opposer deux réelles philosophies différentes de la conception de notre Conseil. Nous avons, nous, une conception, je l'avais dit d'ailleurs, je le répète dans mon discours que j'avais prononcé en tant que doyen d'âge, on a vraiment le souci, si vous voulez, de respecter la démocratie représentative que nous représentons, nous, ici, puisque nous sommes les élus du peuple. Nous sommes des élus directs, et nous ne voulons pas mélanger avec une autre forme de démocratie, qui est tout aussi valable, et qui est la démocratie participative ou démocratie de proximité. Et donc, il est évident que là, si vous voulez, ce que vous proposez, c'est réservé, nous considérons, au SICA. Hein. Ça, c'est fait pour le SICA. C'est typiquement le genre d'intervention qui est fait pour le SICA. Je pense que donc, il ne faut pas mélanger les choses. Et d'ailleurs, je me permettrai, comme ça également, ce sera fait, je n'y reviendrai plus, de rappeler que tous les textes que j'ai apportés ici, vous voyez, dans le CGCT, c'est un beau pavé, hein, viennent en réalité de deux grandes figures qui appartiennent au Parti socialiste, au socialisme historique. Gaston Defferre pour la décentralisation en 82 et la loi sur la démocratie de proximité de Daniel Vaillant le 27 février 2002. Et ils n'ont pas mélangé les choses. Vous voyez, ils ont bien pris soin de bien montrer qu'il y a la démocratie représentative et la démocratie de proximité. Donc, personnellement, je ne pense que nous ne pouvons pas accepter cette première proposition. La deuxième, alors, si vous voulez bien nous la proposer. Oui. Article 14. Écoutez, là, c'est l'article 17, je pense. Non, vous avez une proposition intéressante, d'ailleurs, sur l'article 14, où je peux vous répondre. Est-ce que vous voulez que je vous la rappelle? Votre idée, c'est de faire, je vous l'explique, c'est l'idée de retransmettre en direct sur le site de la mairie les séances du conseil d'arrondissement. Alors, là aussi, nous avons connu cette expérience. D'abord, je vous dis tout de suite, ça coûte cher, c'est l'argent des contribuables. La société qui fait la retransmission en direct vient avec un appareillage très lourd, avec des caméras qui sont télécommandées à distance, et on l'a fait. Le nombre de visionnages, de vues par nos concitoyens était limité à 3 ou 4. Donc en réalité, je pense que la captation que nous faisons et qui peut être effectivement mise sur le site dès le lendemain est préférable. Voilà donc ma réponse. Article 17. Voilà, oui, l'article 17 est une question beaucoup plus modeste, puisque la suspension de séance est évidemment quelque chose qui était prévu déjà dans le précédent règlement intérieur du conseil d'arrondissement. La suspension de séance n'était pas limitée. Là, vous avez rajouté « elle ne peut excéder 5 minutes ». Nous proposons de remplacer cette phrase par « la durée de la suspension de séance est fixée par le ou la maire en fonction de la spécificité de la situation ». Je vous remercie donc de cette précision. Alors je peux vous répondre qu'il est de tradition ici que bien évidemment, s'il y a une nécessité, le maire accepte tout à fait volontiers de prolonger la durée de suspension de la séance. Il n'y a aucun problème. C'est une question, je dirais, de consensus entre nous. Et en revanche, il faut éviter que cette possibilité de demander des suspensions de séance devienne un instrument que l'on connaît au Parlement d'obstruction parlementaire.
ce qu'on appelle d'ailleurs aux États-Unis, au Congrès, le filibustering, c'est-à-dire la pratique de flibustier, amenant parfois certains sénateurs à tenir le crachoir pendant 24 heures en lisant la Bible. D'ailleurs, après, on l'emmenait en civière. Mais il faut éviter cela. Donc, s'il y a une nécessité, bien évidemment, le maire pourra prolonger la suspension de séance. Je pense que le maire peut nous le confirmer. Est-ce qu'on peut passer à l'article 20 ? Donc vous acceptez l'amendement, c'est ça ? Non, on n'accepte pas. On ne peut pas le mettre, si vous voulez, on ne peut pas l'ériger en règle de droit. Attendez, Donc nous le refusons. Mais on va aborder une question très intéressante maintenant, c'est effectivement l'article 20. Je vous laisse le présenter si vous voulez bien. Je me permets de ne pas comprendre votre réaction sur l'article 17, puisque on remplace « elle ne peut excéder 5 minutes » par la durée de la suspension est fixée par le maire. Le maire peut très bien décider qu'il la fixera à 5 minutes, 3 minutes ou quoi que ce soit. Donc je ne vois pas... Si vous voulez, ça je laisse le maire se décider s'il accepte, on peut l'accepter effectivement. Ça, je n'ai pas d'opposition, effectivement. Parce qu'il faudrait plutôt on peut mêler les deux rédactions. On peut dire elle est de droit de 5 minutes et elle pourra être éventuellement prolongée en fonction de la spécificité de la question abordée. Oui, enfin par le maire et par le conseil, puisque là... Parce que de toute façon, on peut faire voter le conseil aussi. D'acceptation. C'est vrai que si on avait une question, je dirais, essentielle, enfin je vois pas très bien laquelle, puisque a priori l'ordre du jour est quand même bordé, mais enfin on pourrait se trouver, on ne sait jamais, dans une situation... Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Donc, je vous propose cette rédaction... oui, moi, ça ne me choque pas. Du tout. Hein. D'accord. Donc, qui mêle, on parle des 5 minutes parce que quand même, je pense. Oui, il faut si vous voulez. Un principe. D'ailleurs, quand vous reprenez le Conseil de Paris, et d'ailleurs là, on vous propose systématiquement des prises de parole de 5 minutes, alors qu'au Conseil de Paris, on utilise plutôt 3 minutes, 5 minutes de temps en temps. Enfin, il y a des variations. Là, j'ai pensé que par homothétie, c'était bien de proposer 5 minutes. Et là, effectivement, dans le cadre d'une suspension de séance, on pourrait éventuellement prolonger ce qui permettrait à un groupe ou à un ensemble de conseillers de se retrouver et de revenir quelques instants après. Après, les 5 minutes qu'on va évoquer à plusieurs reprises, on n'est pas forcé de les utiliser. On peut aussi être plus synthétique. Alors, bien, on peut passer donc on serait d'accord sur cet article. Oui, je pense qu'on peut l'accepter. L'article 20. Oui, alors allez-y, si vous voulez. Très bien. Sur l'article 20, il y avait évidemment dans le précédent règlement intérieur un article sur le procès-verbal de séance qui était, à notre avis, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis et beaucoup plus protecteur des droits de l'opposition. Notamment ce procès-verbal explicitait, cet article explicitait comment et en quel but devait être rédigé le procès-verbal de séance, et il listait un certain nombre de points qui devaient y figurer, notamment les explications de vote, si ces dernières sont énoncées par les conseillers. Les membres présents, absents, les pouvoirs, ça effectivement ça y est, mais ce point-là ne se retrouve pas du tout dans la nouvelle formulation, qui est une formulation beaucoup plus courte, qui est une formulation qui effectivement est probablement conseillée par la mairie de Paris, puisqu'on la retrouve dans la plupart des arrondissements. Elle est recommandée à une exception près importante, qui est la mention en marge des rectifications refusées par le conseil d'arrondissement. Ça, c'est une notion qui est importante, puisque on peut très bien imaginer que dans le procès-verbal, l'opposition est à faire valoir un certain nombre de choses, ou souhaite faire mettre au procès-verbal un certain nombre de choses qui sont refusées. À partir du moment où cette mention en marge des rectifications refusées n'existe plus, il n'y a plus aucune trace des interventions qui ont été faites par l'opposition et qui ont été refusées. Donc très curieusement,
ce bout de phrase a disparu alors qu'il est mentionné explicitement dans tous les autres arrondissements, à l'exception du 8e arrondissement. Donc nous demandons là très clairement à ce que soit rajouté dans la rédaction de l'article 17 le fait que le règlement de le procès verbal comporte ou peut comporter avec mention en marge les rectifications refusées par le conseil d'arrondissement. Je précise que là c'est une demande quand même significative et qui pour nous est un point dur de l'approbation de ce règlement. Très bien. Alors justement, là, je vais profiter de l'occasion d'abord pour vous dire que je ne connais pas dit au début, c'est qu'effectivement, ce projet de règlement qui vous est soumis est celui qui nous a été transmis par la mairie de Paris. C'est la matrice que nous a envoyée la DDCT et qui est, disons-le tout de même, très bien fait. Donc, nous n'avons rien inventé. Donc, il a été modifié sur 1 ou 2 points, je le dis tout de suite, sur le nombre de vœux que chaque élu peut présenter en séance, pour limiter à 2 vœux, pour éviter, comme nous sommes 13, qu'il y ait 26 vœux à chaque séance. Vous voyez, ça, c'est une chose que j'ai pu rajouter. Sinon, c'est la matrice, elle est respectée à 99%. Hein. Bon. Deuxièmement, alors en fait, c'est un grand honneur que vous me faites parce que l'article 17 que vous voulez reprendre, c'est celui que j'avais rédigé effectivement dans la précédente mandature. Mais, là où je vais donner raison à la mairie de Paris, c'est donc l'inversion des rôles paradoxale, c'est que la DDCT, elle, se fonde maintenant sur la loi, sur le CGCT et sur la jurisprudence constante du Conseil d'État, qui dit que rien dans la loi ni dans le règlement n'oblige à faire ce que vous demandez en réalité. Hein, rien. Donc, les articles 19 et 20 proposés par la mairie de Paris sont le minimum qu'ils respectent par rapport à la loi pour éviter qu'il y ait justement des problèmes et des recours juridiques. Et sur le point le plus important que vous évoquez, je suis d'accord avec vous, c'est un point très important, mais les rectifications, elles sont prévues à l'article 20. Elles sont prévues à l'article 20. On ne les a pas du tout supprimées. Alors que vous dites soit mention en marge ou pas, est-ce que c'est pas très important? L'important, c'est que les rectifications figurent effectivement à votre demande. Et c'est ce que d'ailleurs nous vous proposons. À partir de la captation, vous pourrez faire toutes les observations que vous voulez et que nous reprendrons par écrit, comme nous l'avons fait d'ailleurs, je crois, à la séance d'avant, pas la séance dernière puisque je n'ai pas pu y assister, j'étais sur la table d'opération, mais donc on prendra bien sûr compte de vos rectifications, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est prévu par l'article 20. On ne peut pas reprendre finalement moi l'article 17, mais je le regrette, croyez bien que je le regrette en tant que vous, mais ce n'est pas possible. C'est là maintenant la loi et la jurisprudence du Conseil d'État, c'est la jurisprudence Marcy, je la connais par cœur, nous empêche d'aller aussi loin. Il faut être vraiment rester dans un minimum, je dirais un minimum vital. J'ajoute que si vous faites un rectificatif, c'est plus fort. Aller coller des rectifications en marge, ça, je parle sous le contrôle d'un adjoint qui est aussi notaire, on évoque plutôt des décès, des divorces, des choses comme ça. Là, ça vous permet au conseil suivant de faire part de vos remarques. Et bon, bien évidemment, si elles correspondent, enfin si elles sont acceptables dans la forme et dans le fond, mais je n'en doute pas, on les acceptera bien volontiers. Oui, mais même vos rectifications, on les prendra telles quelles. Je vais plus loin même que le maire, vous voyez, sur ce point de rectification, à partir du moment, bien sûr, elles correspondent à la réalité. Mais bien sûr, les rectifications sont de droit. C'est prévu par l'article 20. Je suis tout à fait d'accord que les rectifications sont de droit. Ceci dit, il n'empêche qu'il y a des rectifications qui sont approuvées par le conseil d'arrondissement et des rectifications qui sont refusées. Quand vous me dites on prendra celle qui nous semble bonne, ça me semble quand même un peu curieux. Et on peut très bien penser qu'il y ait effectivement des rectifications qui soient refusées. Non, on prendra en compte toutes vos rectifications. Que les choses soient claires. C'est prévu par l'article 20, nous respecterons l'article 20. Non, encore.
encore une fois, vous prévoyez des rectifications et vous dites il y en a qu'on ne prendra pas. Non, moi j'ai pas dit ça. Il peut y avoir un cas où on n'en prend pas et on le comprend très bien. Et c'est bien pour ça que ce petit bout de phrase avec mention en marge et rectification refusée par le conseil d'arrondissement est significatif. Et c'est pour ça que nous y attachons de l'importance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le retrouve, je le disais, dans l'ensemble des arrondissements parisiens, sauf le 8e arrondissement. Pour qu'on soit bien précis, vous donnerez vos rectifications, vous les présenterez par écrit et oralement lors du conseil suivant, et c'était le cas d'ailleurs dans les mandatures précédentes. Je disais à M. Morel, à M. Lévy, j'en prends acte, nous en prendrons acte, et ce sera, si vraiment il y avait quelque chose qui m'apparaîtrait comme une contre-vérité flagrante, à ce moment-là j'interviendrai et ça figurerait également au débat. Mais sans ça, vos rectifications, elles sont de droit et vous pourrez nous les communiquer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà ce que je vous propose. Vos rectifications sont de droit. Et effectivement, si jamais nous contestons malgré tout, disons, une contre-vérité, nous aurions une sorte de droit de réponse, si vous voulez. Voilà. Alors, est-ce que nous pouvons passer, si vous le voulez bien, à l'article 23, concernant les vœux ? Est-ce que vous pouvez nous proposer, parce que là, nous allons accepter tout à fait, bien volontiers, votre proposition. Donc nous proposons que chaque conseil de quartier ait le droit de transmettre au maire un vœu par trimestre dans le respect des procédures prévues dans le règlement intérieur. Le vœu serait présenté lors du conseil d'arrondissement par l'élu référent du conseil de quartier et pourrait être ensuite présenté de façon un peu plus détaillée, disons, par un membre désigné par le conseil de quartier dans des formes et des conditions de délai qui sont celles du conseil d'arrondissement. Alors je précise d'ailleurs qu'on a mis ça dans l'article 23, on peut, si vous préférez, en faire un article spécifique, puisque c'est le dépôt de vœux par les conseils de quartier une fois par trimestre. Alors, je crois qu'il vaut mieux ne pas faire un article, ça serait trop compliqué, ça donnerait trop de travail à notre DGS, mais on va rajouter un alinéa à l'article 23 qui ne sera pas tout à fait rédigé comme vous le souhaitez, je vais vous dire pourquoi, mais qui reprendra le 4e alinéa de l'ancien article 19, l'article 19 actuel en réalité de notre règlement actuel, car effectivement là, je reconnais que la DDCT, dans son projet, la mairie de Paris, dans le projet qu'elle nous a soumis, a oublié, c'était une omission, de prévoir dans les vœux, effectivement, les vœux présentés par les conseils de quartier. Donc voilà pourquoi, effectivement, c'est une bonne initiative que vous avez prise de nous le proposer. Néanmoins, on ne peut pas reprendre l'idée d'un vœu par trimestre, parce que ça obligerait tous les conseils de quartier à faire un vœu par trimestre. D'abord, reprenons le règlement intérieur des conseils de quartier que nous avons voté, enfin que vous n'avez pas voté, mais que nous avons adopté, vous n'avez pas voté, nous avons adopté, et qui n'oblige les conseils de quartier à se réunir que 2 fois par an. Alors, en réalité, ils se réunissent plus souvent, ils se réunissent 3 fois, peut-être, je ne pense pas qu'ils soient jamais réunis 4 fois. Donc, de toute façon, obliger les conseils de quartier à faire des vœux par trimestre, ça ne me semble vraiment pas possible. D'autre part, et c'est là où je reviens très vite sur ce que je vous disais, présenter ce vœu par quelqu'un qui n'est pas membre de ce conseil, qui n'est pas un élu, ne nous semble pas correspondre à la vocation, à la fonction même de notre conseil, qui est un conseil de représentants. Et donc, il ne faut pas faire intervenir une personnalité extérieure. Mais sinon, tout à fait d'accord pour rajouter que le conseil d'arrondissement délibère des vœux émis par les conseils de quartier. Je me permets de vous le rappeler, c'est l'ancien article 19, l'actuel article 19. Ces vœux doivent être communiqués au maire d'arrondissement 10 jours avant la date fixée pour la séance afin qu'ils soient portés à l'ordre du jour et transmis à ses membres, donc à nous, selon la procédure prévue à l'article 6. Le conseil d'arrondissement, alors ça en revanche, c'est une disposition du CGCT qu'il faut prendre en compte. Attention, le conseil d'arrondissement, c'est-à-dire nous-mêmes, se prononce par un vote sur le texte du vœu tel qu'il est transmis par le conseil de quartier.
Et ça, c'est le respect du vœu qui nous est proposé par le conseil de quartier. Nous ne pouvons pas, en d'autres termes, le modifier, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas le modifier. On le vote, on ne le vote pas. On le prend, voilà. Et ça, c'est normal, on ne peut pas l'amender, ça n'aura aucun sens. Voilà donc la rédaction que nous pouvons reprendre justement là-dessus. Voilà. Alors, vous avez aussi une autre proposition sur l'article 26, où là aussi, je pense que nous allons pouvoir vous donner satisfaction. Oui, tout à fait. Ce sont deux points de détail. Ce qu'on proposait quand même, c'est que le temps consacré aux questions orales en séance soit limité à 30 minutes au lieu des 15 qui étaient proposés. Et lorsqu'il y a une question, et qu'il y a une réponse qui est faite par Monsieur le maire, l'auteur de la question dispose d'un droit de réplique dont la durée ne peut excéder 5 minutes. Il me semble que c'est ce qu'il y avait dans le règlement précédent, et là, vous nous en proposez 3. Vous me direz entre 3 et 5. Voilà, non, si on peut faire 5, on peut faire 3, on est d'accord. Si Monsieur le maire et mes collègues en sont d'accord, nous sommes prêts à accepter ces deux propositions. Donc nous acceptons ces deux modifications, ces deux amendements à l'article 26. Donc ensuite, on avait... Il reste 28 et 31. 28 et 31. Monsieur Comet, peut-être, vous voulez redire 2 mots sur l'article 28 ? Oui, en fait, nous souhaitions élargir l'article 28 aux instances de démocratie participative, en se disant qu'il existe des SICA, c'est très bien, mais on peut imaginer que assez rapidement se développeront d'autres associations ou instances de démocratie participative. Alors je pense par exemple au Conseil des seniors. On en avait parlé, il en existe un sur l'arrondissement, il est mentionné nulle part, il n'a pas de possibilité, lui aussi, de pouvoir transmettre des vœux, et c'était ça la rédaction de notre article, donc proposant que, en même temps que les SICA, on mentionne des instances de démocratie participative. Oui, effectivement. Alors donc, si vous voulez, là encore, je vais me faire le porte-parole de la mairie de Paris et de la DDCT qui nous a proposé cet article, donc quel est le numéro? L'article 28. En réalité, cet article 28 reprend textuellement l'article 2511-25 du CGCT. Donc c'est volontaire. Ils l'ont fait volontairement à la DDCT. Ils ont un excellent service juridique. Ils l'ont fait volontairement pour justement que ce soit bien clair, qu'il n'y ait pas d'interférence avec, malheureusement, ce que vous nous proposez. Et donc, moi, je m'en tiens à ce que vraiment nous propose la mairie de Paris, et qui est conforme mot à mot avec le CGCT. Donc moi, je me tiens à la loi. Je ne souhaite pas vraiment que nous en sortions. J'ajoute, pour compléter ce que dit Olivier Passlec, le SICA est un organe qui fonctionne bien dans le 6e arrondissement. Certaines mairies d'arrondissement ne l'utilisent plus. On peut très bien, d'ailleurs, on le verra, avoir une base assez élargie du SICA. Nous avons revu d'ailleurs actuellement le nombre, l'identité des personnes qui participaient, parce qu'il y avait eu des omissions, des erreurs qui avaient été commises. Et puis on peut imaginer aussi que les membres d'autres instances participent à ce SICA, non pas forcément en tant que représentants de leurs instances, mais à titre personnel, et qui portent éventuellement, par des questions, éventuellement l'inscription de sujets, on puisse effectivement revenir sur des sujets aussi importants que les problèmes du 3e ou du 4e âge, ou d'autres questions.
Et puis, bien évidemment, dans le cadre des conseils de quartier qui peut-être connaîtront une nouvelle jeunesse, puisqu'ils ont été très affaiblis par le budget participatif, on pourra imaginer aussi qu'il y ait des représentants au titre des personnalités désignées, par exemple, d'autres instances. Mais là, effectivement, le CGCT, qui d'ailleurs reprend les modalités principales de la loi PML, la loi du 31 décembre 82, qui n'a pas été formellement modifiée, est explicite en la matière. Donc là, on a un petit point de désaccord, mais donc on soumettra, on verra tout à l'heure, vous prononcerez sur l'article 28. Mais je crois qu'il est de notre intérêt de nous en tenir vraiment à la reprise mot à mot du CGCT en la matière. Donc il vous restait une dernière proposition à nous faire, l'article 31. Alors sur l'article 31, je l'ai évoqué un peu mes voce avec Madame Hervieux. Bon, sur le local, les locaux qui ont été mis à la disposition des différents conseillers maintenant sont parfaitement reliés à Internet. Il y avait une petite difficulté. Le débit a été accru et je crois que vous l'avez signalé, vous l'avez constaté. Bon, ceci dit, on peut le préciser. Après, vous mettez, il peut être utilisé comme permanence d'élus et espace de travail. Là, je pense que vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Ce sont des bureaux privés dans lesquels je ne pénétrerai jamais, sauf si vous m'y invitez un jour, mais je respecte parfaitement cet espace qui vous est dédié. Après, comme je vous l'ai dit, la notion d'espace de travail est un peu dangereuse, si vous voulez, puisque ça va. Vous pouvez bien sûr y travailler à titre personnel, faire absolument tout ce que vous voulez, mais en revanche, espace de travail, ça laisserait penser qu'il y a une confusion entre une occupation professionnelle, l'occupation d'un local municipal et une occupation professionnelle, je dirais, qui peut revêtir plusieurs aspects, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je pense que... Et quant à la permanence, oui, vous pouvez recevoir, effectivement, des personnes qui vous voulez. Après, il y a la notion de permanence politique qui, elle aussi, est différente. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je redis publiquement ce que je vous avais dit, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il faudra effectivement que vous rapprochiez, vous me le direz à moi, et ensuite je verrai avec M. Riwal, mais nous avons une permanence d'élus qui existe, qui se retrouve au rez-de-chaussée de la mairie du 6e arrondissement, accessible par la cour, totalement accessible au rez-de-chaussée, ce qui permet de recevoir tous les types de personnes qui n'ont pas à gravir dans les étages, et où vous pouvez très bien, en votre qualité de conseillère de Paris, tenir une permanence à des heures ou à des jours qui soient compatibles, bien sûr, avec les heures d'ouverture de la mairie du 6e. Mais ça, je dirais que ça vous est acquis de droit, même si, effectivement, les élus, au cours des dernières années, ont eu tendance à abandonner, quelquefois, les permanences physiques pour, je dirais, des communications, des modes de communication différents, réseaux sociaux, web lettres, etc., etc. Mais si vous voulez tenir une permanence ou la faire tenir éventuellement par un collaborateur ou une collaboratrice, dont vous voudrez bien nous indiquer, bien sûr, l'identité pour des raisons évidentes de sécurité, ça sera bien volontiers. Donc moi j'aurais tendance à dire sur l'article 31, enfin je pense qu'il n'a plus lieu d'être, vous voyez, si vous en êtes d'accord, ça va de soi. Oui. Donc on demande à Madame Kiss de maintenant... Oui, peut-être, si vous voulez prendre la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, je vais vous présenter quelques points. Le premier est plus anecdotique, je dirais, par rapport au suivant. Donc, ce serait un addendum 1 au titre 2. Ça serait de faire en sorte que les vœux et les questions orales soient mis en premier dans les ordres du jour et la tenue du conseil d'arrondissement. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a vraiment le débat, où il peut y avoir la notion d'agora, alors que sur les délibérations, en général, vous constaterez qu'on est tous d'accord pour recevoir les subventions. Alors donc sur ce point-là, Monsieur le maire peut-être voudra vous répondre également, mais moi je vous réponds tout de suite que c'est contraire bien évidemment donc au code, puisque c'est le maire et lui seul qui fixe l'ordre du jour du conseil d'arrondissement. Nous ne pouvons pas lui imposer quoi que ce soit dans ce domaine.
ce serait illégal. Oui, j'ajoute que de toute façon, j'ai bien noté votre objection, mais ça, c'était fort quand il y avait un présentiel important dans le public. Même quand nous reviendrons, je n'osais pas dire aux jours heureux, mais enfin, du coup, à une situation normale, on a une audience qui est forcément un peu limitée. En revanche, le fait de capter, comme nous captons maintenant la totalité des débats, de toute façon, le débat qui intervient lors de l'examen de vos vœux, il est intégralement pris en compte. Donc, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Je suppose, alors moi je ne l'ai pas fait, mais on doit pouvoir passer plus vite on doit pouvoir visionner plus rapidement certains débats et aller directement aux vœux. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que ça pourrait, excusez-moi, je pense que ça pourrait contribuer justement à faire en sorte que les gens recommencent à venir au conseil d'arrondissement. Parce qu'il faut si on se met dans la peau d'un citoyen lambda, les délibérations, c'est un petit peu soporifique, entre guillemets, hein, j'exagère. Mais disons que, voilà, je pense que ça serait plus motivant de commencer, enfin c'est mon point de vue, de commencer par ce qui porte à discussion. Voilà, c'était l'objet de ma demande. Oui, mais enfin, non, mais nous ne pouvons pas inscrire ce que vous proposez, je vous dis tel quel, puisque c'est illégal. L'ordre du jour n'appartient qu'au maire, donc on ne peut pas contraindre le maire de faire ce que vous demandez. C'est illégal. Oui, j'ajoute qu'il y a des délibérations qui sont quand même très importantes, même si elles nous ont envoyées par la mairie de Paris, rébarbatives, et qui doivent être débattues. J'ajoute qu'on peut aussi, certains d'entre nous, avoir des impératifs personnels, des impératifs professionnels. Il y a beaucoup de personnes qui ont des activités professionnelles, être amenées à quitter le conseil d'arrondissement, et certaines délibérations pourraient ne pas être votées. Ça serait aussi une grande difficulté. Donc, nous ne pouvons pas vous suivre sur cette proposition. Et en revanche, pardon, monsieur le maire d'ajouter, mais en revanche, vous savez que vous pouvez toujours présenter, c'est prévu, des vœux en séance. Donc là, on peut le prévoir n'importe quand. Hein. Donc oui, ça, c'est possible. Encore que les vœux... Et alors, à ce moment-là, c'est au conseil d'arrondissement de voter s'il est d'accord ou pas. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas, mais vous pouvez tenter. Autre addendum numéro 2. Alors, l'idée, c'était de donner à la salle, à l'audience, un temps de questions ou d'interpellation, pas pendant le conseil d'arrondissement. Ah non, ça serait formellement interdit. On est tout à fait d'accord, mais il y a moyen de le faire avant ou après, voire dans certaines mairies au milieu. Mais bon, ça je pense que c'est peut-être plus compliqué à organiser, mais il y a moyen de permettre à la salle de s'exprimer avant ou après le conseil d'arrondissement. Et l'idée, ça serait que les citoyens puissent participer, que ça fasse de nouveau une sorte d'agora, qui n'est pas d'un côté les élus et de l'autre côté les citoyens. C'est plus une portée symbolique, en fait, je pense, cette proposition. C'est sur dire, il n'y a pas d'un côté les élus, de l'autre côté les citoyens, mais une sorte d'interaction et de dialogue. Alors, voyez-vous, c'est très révélateur de ce que je disais tout à l'heure, donc je ne me répéterai pas. C'est vraiment une question de philosophie politique. Ce n'est pas notre philosophie politique à nous, ici, dans le 6e arrondissement. Le conseil d'arrondissement est un conseil de représentants, et ce n'est pas un agora, ce n'est pas un forum, ce n'est pas du happening. Donc, nous avons une responsabilité par rapport aux électeurs qui nous ont désignés, et on ne va pas mélanger les genres. Voilà la réponse que je peux vous faire. Et là, pour toute façon, pour ce que vous dites, il y a les conseils de quartier, ils sont faits pour ça. C'est la loi de démocratie de proximité. Voilà. Alors, je partage bien sûr tout ce qu'a dit Olivier Passlec. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'il y ait une plage de discussion et de questions qui soit intégrée au SICA. On essaiera de mettre ça... Après, il faut que les personnes participent. Mais le SICA, effectivement, là, ça nous permet beaucoup plus de faire ce genre de choses. Ça nous permettra d'ailleurs de renforcer éventuellement la participation au SICA. Et puis, bien évidemment, vous avez les conseils de quartier. Et puis, vous aurez aussi, ma chère collègue, comme nous allons avoir le PLU
à mettre en œuvre et à discuter dans les 2 prochaines années, avec des rendez-vous fréquents, je reviendrai rapidement dessus, nous aurons des ateliers. Nous aurons un certain nombre de choses, comme ça a été annoncé lundi dernier, et il faudra y participer, on pourra y faire participer un certain nombre de personnes. Alors après, est-ce que tout le monde sera d'accord sur les conclusions, sur les attendus, etc. Peut-être pas, mais en tout cas, ça sera une forme de participation. Après, comme vous le savez, il n'y a jamais de bonne date et il n'y a jamais de bonne heure. Donc, on essaie de convier. Quelquefois, tout le monde ne vient pas. Vous avez, je crois, une 3e proposition qui a trait à un droit de pétition. Voilà. Oui, il y a encore 2 addendums, oui. 2 addendums. Oui, Madame Kiss. Oui, et donc ça serait l'idée que par pétition, les habitants de l'arrondissement puissent proposer au maire d'inscrire à l'ordre du jour une question dans un certain délai, et que le conseil d'arrondissement, après, leur fasse une réponse écrite. C'est histoire de toujours pareil, la démocratie participative est une sorte d'irrigation entre les élus et les citoyens, histoire de redonner aux gens envie de participer. On remarque que dans le 6e, comme dans beaucoup d'autres arrondissements, il y a des taux d'abstention énormes, et je pense que si on mettait pas forcément de nouveau, mais si on mettait les citoyens plus au cœur de la décision, au cœur de la proposition, le débat politique en serait vivifié et qu'il y aurait plus de participation et plus de dynamisme. Si vous me le permettez, je vais prendre à la fois votre addendum 3 et 4, puisqu'ils sont très proches l'un de l'autre dans leur rédaction, et vous prévoyez effectivement ce droit de pétition en point 3 et le référendum local en point 4. Ça, alors effectivement, c'est parfaitement prévu par le CGCT. J'ai les articles sous les yeux, je vous les épargnerai. Le seul problème, c'est que c'est réservé aux collectivités territoriales, à une collectivité territoriale que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas une commune de plein exercice, nous ne sommes pas une collectivité territoriale. Donc la seule collectivité territoriale qui existe, c'est d'ailleurs la ville de Paris, qui depuis la loi de 2017 est une collectivité territoriale à statut particulier. Elle seule peut organiser, alors d'ailleurs dans le code on n'appelle pas ça une pétition, on appelle ça une consultation locale ou un référendum local. Ça donc c'est parfaitement possible, mais pas nous ne pouvons pas, nous n'avons absolument pas la possibilité d'agir de cette sorte, nous serions immédiatement sanctionnés par l'autorité préfectorale. Mais pour terminer, je voulais juste vous dire, en tant que constitutionnaliste, faire une petite observation. Quand vous faites référence à des normes telles que le préambule de la Constitution, pas seulement le préambule, toute la Constitution à ce moment-là. Et d'ailleurs, je m'étonne que, vu vos convictions, vous n'ayez pas évoqué la Charte de l'environnement de 2004. Quant à la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle n'a pas de valeur juridique. Et donc, la Convention européenne des droits de l'homme, que vous citez également, est reprise dans ce qu'on appelle, nous, le bloc de constitutionnalité. Mais la Constitution, bien sûr, et l'article 1, alors vous l'oubliez, vous parlez que du préambule, mais l'article 1 est fondamental, c'est le principe d'égalité, la laïcité, le principe de parité. Donc voilà, vous voyez, déjà les références là ne sont pas tout à fait ce qu'elles devraient être. En tout cas, ce sont de bonnes idées, mais que nous ne pouvons pas, nous, mettre en vigueur. Ça nous est tout à fait impossible. Bien, je vous remercie. Est-ce que vous voulez qu'on procède comment voulez-vous qu'on procède pour le vote ? On vote. On vote. Non, mais on vote sur les modifications ainsi apportées. Oui. Ainsi apportées. Étant entendu que, bien évidemment, on vous enverra le projet ainsi amendé pour qu'il y ait une relecture fine, si jamais il y avait des divergences d'interprétation, effectivement, sur ce qui était adopté. Dès demain, nous pourrons vous l'envoyer. Demain ou lundi, peut-être. Demain ou lundi. Demain ou lundi. On va peut-être laisser quand même le temps de rewriter quand même ça. Ça vous va ? Ça vous va ? Bien, sur le texte du règlement ainsi amendé, avec les précisions qui ont été apportées, qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ?
qui votent pour. Je vous remercie. Le règlement est adopté et donc sera diffusé dans les meilleurs délais. Et on verra pour le SICA, on tâchera de se faire, je vous ferai des propositions pour faire évoluer les modalités de tenue de ce SICA. On tâchera d'en faire tenir un dans le courant du premier trimestre 2021, ce qui nous laisse un peu de temps pour en reparler.